Il est 14 h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble dans l'après-info jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Une marche blanche transformée en marche rose du prénom et de la couleur préférée de cette fillette décédée cette semaine. Forte émotion dans les rues de Rambervillers dans les Vosges. C'est là qu'elle a été retrouvée dans un sac donc en début de semaine. Un ado de 15 ans est mis en examen pour meurtre aggravé. Également, elle a eu une carton rouge et sifflet interdit pour la finale de Coupe de France ce soir. 3000 forces de l'ordre sont mobilisées pour éviter un événement sous tension, notamment du fait de la présence d'opposants à la réforme des retraites parmi les supporters. Emmanuel Macron saluera les joueurs à son habitude avant le match, mais pas depuis la pelouse. Les tensions sociales, parfois violentes, et l'impasse politique, deux raisons qui font baisser la note financière de la France à AA- pour l'agence Fitch. Mauvaise nouvelle pour nos taux d'emprunt, même si le gouvernement l'assure, il va poursuivre les réformes structurantes. C'était mardi, la petite Rose était retrouvée décédée dans un sac devant un immeuble, quelques heures seulement après l'appel à l'aide de sa maman qui ne retrouvait plus sa fille. Depuis, un adolescent de 15 ans a été interpellé et mis en examen. Ce drame a beaucoup choqué, suscite encore beaucoup d'émotions. Antoine Forestier, vous êtes à Rambervillers dans les Vosges où se tient toujours en ce moment une marche rose donc. Oui, une marche qui touche désormais à sa fin parce que vous voyez ici désormais plusieurs centaines de personnes devant le domicile des parents. C'est ici même, il y a une heure, que cette marche s'est élancée. Elle a démarré de manière silencieuse pendant de longues minutes. Toutes les personnes qui sont venues ici pour soutenir la famille ont défilé dans le centre-ville de Rambervillers en passant devant l'endroit où le corps de la petite fille a été retrouvé mardi soir. À ce moment-là, toute la foule était silencieuse et ensuite, dans une deuxième partie, la foule s'est mise à scander justice pour Rose à de très nombreuses reprises. Tout le monde ici est vêtu avec un vêtement rose. Il y a des roses, les fleurs également qui sont présentes et de nombreuses pétales qui ont été semées tout au long du parcours. La famille qui était en tête de cortège avec un portrait de la petite fille. Et puis désormais, voilà, un retour au silence ici devant la maison avec peut-être 500 personnes environ qui se sont déplacées cet après-midi dans les rues de Rambervillers pour lui rendre hommage. Merci beaucoup Antoine Forestier pour ces précisions. Vous êtes avec Margot Sèvres donc sur place sur BFM TV, avec nous en plateau cet après-midi pour en parler Maître Stéphane Babonneau. Bonjour, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Nous sommes également avec nos journalistes BFM TV, avec Cécile Olivier, chef du service police-justice. Bonjour également avec Céline Pitlet, journaliste BFM TV. Cécile Olivier, déjà on va faire le point avec vous, où en est l'enquête actuellement. Alors on a eu par exemple hier les résultats de l'autopsie, qui est toujours un moment très éprouvant pour les familles, mais qui est crucial pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et l'autopsie n'a pas pu déterminer les causes de la mort. Donc il va y avoir des analyses complémentaires, des analyses médico-légales qui peuvent encore prendre plusieurs jours et qui sont d'autant plus importantes que le suspect n'a rien dit lors de sa garde à vue. Bon, Cécile, on va écouter le père de la fillette qui s'exprime. Qui s'exprimait donc il y a un instant, ça a été assez court. À tous, et que je suis sans peine. Vous êtes là. On vous remercie que vous partagez avec nous ce moment-là. On vous remercie du fond du cœur. Tout le monde. Vous êtes tous avec nous. Vous êtes à côté de nous. Ça nous fait mal au cœur. Excusez-moi, tout le monde. Il n'y a pas de mots. Je ne sais même pas comment s'exprimer. Mais on vous remercie à tous. Voilà, donc vous avez entendu quelques mots. Les remerciements de la famille, des proches de la famille de Rose en cette fin donc de marche rose. Beaucoup de monde réuni dans cette commune de 5000 habitants dans les Vosges. Cécile, vous étiez justement en train de nous faire un point sur l'enquête. Voilà, je vous disais que l'autopsie n'a pas
pu permettre de déterminer les causes de la mort. Donc il y aura des analyses complémentaires qui peuvent prendre encore plusieurs jours, qui seront d'autant plus importantes que le suspect n'a rien dit en garde à vue. Il a fait usage de son droit au silence. C'est un droit. La seule chose qu'a permis pour l'instant d'établir l'autopsie, c'est que cet enfant n'a pas été violé. Et on va écouter justement en direct de la manifestation. On en a besoin. On en a besoin. Reculez les caméras. Reculez un peu Merci. les caméras. La famille est venue De 4 coins du monde. De tout. Reculez les caméras un petit Il y a de l'Allemagne, de la France, d'Italie, de partout. On est une grande famille. La foule a scandé justice. Rose, de votre côté, on imagine ici que vous avez besoin de vérité de la part de la justice. On a besoin de la vérité de la justice. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Merci à vous. On espère que ça arrive à plus personne, tout ce qui s'est passé ici. Que ça arrive à personne. On est tous des humains et on voudrait plus que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que ça nous fait très mal. Notre vie est détruite. Je vous remercie. Monsieur, est-ce que vous pouvez passer votre prénom, s'il vous plaît? Je suis l'oncle de Rose. C'est monsieur Yann. Yon Ristea. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on vient donc d'entendre l'oncle de la petite Rose qui vient de remercier ces centaines de personnes qui sont rassemblées aujourd'hui à Rambervillers pour rendre hommage à sa nièce. Beaucoup de personnes donc choquées par les faits qui se sont déroulés et dont on parle ici sur cette antenne depuis mardi. Cécile Olivier, désolée pour l'interruption, mais évidemment ce sont des moments forts à vivre en direct avec nos téléspectateurs. On revenait sur cette enquête parce qu'il y a 2 temps. Il y a le temps donc aujourd'hui de l'hommage et en parallèle il y a ce jeune adolescent de 15 ans qui est le principal suspect dans cette affaire et qui, lui, donc, est pour l'instant mis en examen. Et l'enquête qui se poursuit notamment pour donner des informations sur les causes du décès de la petite Rose. Voilà, puisque l'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de ce décès. Ce principal suspect, qui est très jeune, qui a 15 ans, il a été donc mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et il est actuellement incarcéré dans le quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt. Il y en a une quarantaine en France. Ce sont des endroits au sein d'une prison classique où les mineurs sont mis à part. Donc, dans ce quartier pour mineurs là, il y a 14 places et en janvier, c'était rempli qu'à moitié parce que effectivement, c'est extrêmement rare d'incarcérer des mineurs. Là, l'instruction, elle va se poursuivre. Ce jeune homme qui n'a rien dit lors de sa garde à vue sera sans doute réentendu à plusieurs reprises par le juge d'instruction pour essayer de savoir ce qui s'est exactement passé et il sera soumis sans aucun doute à des expertises psychologiques, psychiatriques, voire des contre-expertises pour essayer de connaître un petit peu son état mental, sachant qu'il y a eu une expertise psychologique en début de garde à vue, mais qui est toujours beaucoup plus sommaire. Un avocat nous disait tout à l'heure en plateau qu'il avait vu des expertises qui se déroulaient en 9 minutes au début d'une garde à vue. Et cette expertise-là avait conclu à une altération du discernement et aussi à une dangerosité pour autrui. Et ça, ce sera important pour la suite parce que effectivement, il n'encourt pas la même peine si son discernement est altéré. Important pour la suite, important aussi pour les familles, parce que vous l'avez dit, il y a encore des zones d'ombre. Des analyses médico-légales complémentaires sont encore nécessaires. La famille ne sait pas encore quelles sont les causes de la mort de cette fillette. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Oui, c'est quelque chose qui peut prendre du temps assez rapidement. À partir du moment où le juge d'instruction est nommé, les proches, ce qu'on appelle dans la procédure les parties civiles, ont la possibilité de se faire connaître du juge d'instruction et à partir du moment où ils se font connaître, c'est-à-dire on dit se constituer partie civile, ils ont accès à toute la procédure. C'est-à-dire que dans ce type d'enquête, ce n'est pas le juge qui va vers les proches pour les informer au fur et à mesure. C'est dans l'autre sens que cela fonctionne. Les proches se constituent auprès du cabinet du juge et vont avoir accès à toute la procédure et notamment aux conclusions des rapports d'expertise, que ce soit l'expertise, évidemment, l'autopsie,
Mais tous ces éléments rentrent dans le dossier avec un rythme qui est différent. L'autopsie, nécessairement, elle se fait assez rapidement. Ça a déjà été le cas. Il peut y avoir des analyses complémentaires qui prennent plus de temps. Et c'est ce qui est toujours le plus difficile, c'est que il y a ce temps de l'émotion qui est véritablement le temps de l'instantané, mais l'enquête, elle, va durer 12, 18 mois et ce n'est que le début d'un parcours judiciaire dans lequel il est toujours un petit peu difficile de s'ajuster au temps de la justice. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va retourner sur place à Rambervillers avec nos reporters qui sont là-bas et qui assistent à cette marche rose. Frédéric Fernandez, vous faites partie de ces personnes au cœur de cette foule qui s'est rassemblée, qui a marché dans cette petite ville de 5000 habitants seulement et qui vient donc de s'arrêter sur cette place devant cette tribune où on a entendu il y a quelques instants quelques proches de Rose s'exprimer et remercier pour cette mobilisation. Oui, effectivement. D'abord, le père de Rose a pris la parole, puis ensuite, ça a été l'oncle. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la marche a duré tout juste 1 heure. Elle est maintenant terminée. Cette marche est partie donc du domicile familial. Et comme je vous le disais, donc au retour devant le domicile, c'est le père de la petite Rose qui a commencé à remercier les gens d'être venus rendre hommage à sa fille. Il a ensuite été longuement applaudi par les participants. Ces derniers se sont aussi acclamé le prénom de la petite Rose, tu es mardi. Ils ont aussi clamé ce slogan, justice pour Rose. La famille, pendant le défilement du cortège, était donc en tête. On peut dire aussi qu'ils étaient venus très nombreux rendre un dernier hommage à la petite fille, et des gens de la famille, mais aussi des villes et des villages alentours. Il devait être à environ 500 dans ce cortège cet après-midi. Et on parle finalement d'une marche rose et non d'une marche blanche, car à la demande de la famille, ils sont venus vêtus de rose. Alors certains portaient des t-shirts, d'autres des pulls ou des foulards, donc de couleur rose. Ce qui a été très troublant, c'est comme on l'a dit, c'est-à-dire que le cortège a débuté dans le silence, puis rapidement des cris de douleur de la famille et ensuite les slogans qui sont venus en fin de cortège, justice pour Rose ou le prénom de la petite fille. Actuellement, le cortège est terminé et on voit donc les participants rassemblés devant le domicile familial, toujours pour un moment de recueillement. Merci beaucoup Frédéric Fernandez avec Anthony Métro, donc depuis cette marche rose dans les Vosges. Bonjour Samuel Lepastier, merci d'être également notre invité cet après-midi sur BFM TV. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, chercheur associé à l'université Sorbonne Paris-Nord. C'est toujours un moment de recueillement important pour ceux qui connaissaient bien sûr directement cette jeune fille, mais aussi pour ceux qui ne la connaissaient pas du tout, mais qui peuvent se retrouver, partager la peine, en tout cas de la famille. Oui, tout à fait. Il y a certaines circonstances de l'existence, qu'elles soient joyeuses ou tragiques comme aujourd'hui, où l'individu se sent isolé, renvoyé à sa propre vulnérabilité, et il a besoin de faire société, de faire corps avec d'autres. Exemple tout à fait banal et quotidien, quand l'équipe de foot marque un but, les joueurs se rassemblent, se collent entre eux et forment bloc. Là aussi, nous sommes démunis devant une certaine horreur. Ça nous renvoie au fait que, enfants, nous avons été exposés à des dangers, qu'adultes, nous sommes aussi vulnérables et par conséquent, partager sa vulnérabilité, partager son émotion, fait de nous quelqu'un qui est apte à vivre en société. Et puis, un acte meurtrier est par définition un acte profondément asocial, puisque la société repose sur la suspension du droit à la violence privée, et donc faire société, être ensemble, c'est aussi faire reculer la violence. Merci. Restez avec nous, Samuel Lepastier. J'aimerais également voir avec vous, Céline Pitlet, le profil de ce jeune adolescent dont on parle, ce principal suspect, dont on rappelle que l'année dernière, déjà, il avait été mis en examen pour viol sur mineur, oui. Ce qui soulève plusieurs questions quant à la suite de son traitement, notamment judiciaire, mais aussi psychologique, psychiatrique. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce jeune adolescent soit encore en liberté aujourd'hui ? Alors effectivement, ça c'est une question qui a soulevé la maman de Rose dès les premiers jours. Pourquoi le suspect était en liberté? Parce que les faits pour lesquels il est accusé remontent à un peu plus d'1 an et 2 mois. Il est accusé d'avoir violé 2 jeunes garçons de 10 et 11 ans dans une forêt près de cette commune de Rambervillers. Et pour ça, il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc pendant 1 an, il a été dans un centre éducatif fermé avec un accompagnement scolaire, des psys, des éducateurs. Mais ce que dit la loi, c'est qu'on peut mettre un mineur dans un centre éducatif fermé 6 mois renouvelable une fois. Donc la loi dit 1 an
maximum. Et cette année, eh bien, elle est passée. Le problème, c'est que l'enquête pour ces faits, elle n'est pas terminée. Donc, en fait, il n'est pas jugé, il n'a pas pu être condamné. Sur son accompagnement aussi, il a interdiction de voir ces deux jeunes garçons qu'il est accusé d'avoir violés. Il a une obligation de formation, une formation en cuisine et une obligation de soins. Donc, il doit avoir un professionnel de santé, des professionnels de santé qui voient régulièrement, a dit le procureur d'Épinal, mais pas quotidiennement. Donc, c'est un dispositif qui, inévitablement, comporte des limites. De quoi on parle, Cécile, quand on parle de centre éducatif fermé ? Alors, ça n'est pas une incarcération, hein, c'est une alternative à l'incarcération. En fait, on parle plutôt de mesures éducatives. Concrètement, c'est un lieu dans lequel le mineur est forcé de résider. Il peut avoir le droit de sortir au bout d'un moment, d'avoir des permissions, mais en tout cas, il doit y résider et il est sous la surveillance permanente d'adultes avec, comme ça vient d'être dit, un certain nombre d'obligations à respecter. Il semble, au cours de l'instruction, nous a dit le procureur qu'il avait respecté toutes ces obligations et à sa sortie au bout d'un an, ce qui est le temps maximum, il a été replacé chez ses parents, chez sa mère et d'après les témoignages qui nous remontent, il semble que ce garçon était assez seul, qu'il était assez livré à lui-même. Alors, Maître Babonneau, cet adolescent donc, a été mis en examen, on l'a rappelé, il est... Pour l'instant, il garde le silence. Hein. Il est en détention dans un quartier de mineurs à la maison d'arrêt de Metz. Il ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Est-ce que c'est un peu classique, on va dire, dans ce genre d'affaires et est-ce qu'il pourrait s'y livrer plus tard? Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est souvent mal compris, l'exercice de ce droit au silence, qui pourtant est très important. Le fait que la personne qui est mise en examen, au moment où elle est mise en examen, ne parle pas, ou qu'au moment de sa garde à vue, elle ne parle pas, est souvent un choix qui se fait en lien avec l'avocat, puisque étant mineur, il a obligatoirement un avocat. La loi le prévoit, qu'il le veuille ou non, il y a un avocat qui est à ses côtés et qui donc est là pour le conseiller sur ce qu'il faut faire dans les premiers temps. Et il arrive parfois que lorsqu'on est mis en situation pour la première fois avec une personne à qui on reproche des faits gravissimes, dont on sait qu'ils se sont passés et dont on sait également qu'il y a de fortes probabilités pour que la personne qu'on a en face de soi soit responsable ou l'auteur de ces faits. Il arrive que la personne que l'on a en face de nous ne soit pas en état de parler. Et ce qu'elle va dire va figurer sur un procès verbal qui va pourtant le suivre jusqu'à son procès. C'est-à-dire ses premiers mots sont essentiels. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut parler tout de suite, quitte à dire n'importe quoi, parce que parfois la personne est confuse, parfois ce qu'elle dit n'est pas très clair. Et dans ces cas-là, parfois, il arrive qu'on conseille à la personne, à celui qui est notre client, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation, eh bien de ne pas répondre aux questions. Mais le fait de ne pas répondre tout de suite veut simplement dire que c'est fait pour que la qualité de cette parole soit meilleure et plutôt que de donner des explications confuses qui peuvent d'ailleurs mettre sur des fausses pistes après les enquêteurs, il est préférable de réserver cette explication pour plus tard. On sait que dans une enquête comme ça, la personne va être entendue de nombreuses fois. Au minimum, parfois, le droit au silence, il ne s'exerce que 48 heures, c'est-à-dire le temps d'arriver devant le juge d'instruction. Parfois, il faut un peu plus de temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut nécessairement cacher les choses. Ça veut parfois dire que la personne n'est pas en état de parler tout de suite, mais qu'elle le fera nécessairement plus tard. Qu'est-ce qu'il risque, Céline, dans cette affaire ? Alors, le code pénal prévoit pour des faits aussi graves, des faits de meurtre, prévoit la perpétuité. Mais comme lui, il est mineur et qu'il a moins de 16 ans, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il y aura un deuxième élément qui sera très important, c'est son discernement. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment des faits, il était en pleine possession de ses moyens, il avait pleinement conscience de ce qu'il était en train de faire. Et là, il y a deux possibilités. Il peut y avoir une altération du discernement ou une abolition du discernement. S'il y a altération du discernement, la peine est réduite. Il risque alors jusqu'à 15 ans de prison. En revanche, s'il y avait abolition du discernement, là, il ne peut pas être jugé, il ne peut pas être condamné. Merci pour ces explications. Je vous propose de réécouter l'un des proches de Rose qui a participé donc à ce rassemblement qui est toujours en cours, qui est sur sa fin visiblement à Rambervillers dans les Vosges, cette marche rose à la fin de laquelle l'oncle de la petite Rose a parlé, a exprimé quelques mots de remerciement envers les personnes qui se sont mobilisées et également empreint d'émotion. Écoutez. Quand on voit tout ce monde-là, on voit que les gens là, ils sont avec nous et ils nous soutiennent dans nos démarches et que justice soit faite. On a besoin de la vérité et de la justice. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie. On espère que ça arrive à plus personne, tout ce qui s'est passé ici.
que ça arrive à personne. On est tous des humains et on ne voudrait plus que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que ça nous fait très mal. Notre vie est détruite. Notre vie est détruite, dit donc l'oncle de cette petite Rose qui est décédée cette semaine. Samuel Le Pastier, c'est vrai que ça nous fait penser aussi à ces images terribles et qu'on a vu notamment la réaction de la mère de la victime au micro de BFM TV, crier toute sa tristesse, toute sa détresse. Cette maman qu'on a encore vue dans cette marche rose qui est toujours en cours, c'est compliqué, c'est compliqué à réaliser aussi pour la famille, pour les proches. Oui, tout à fait. Il y a souvent dans des drames comme celui-ci une période de sidération et la douleur est parfois retardée. Une fois le stress est passé, les choses émergent peu à peu. Au début, ça semble incroyable et certaines personnes, tout en sachant que l'être qu'elles aiment a disparu, pensent quand même qu'il va revenir. Et il y a tout un long temps pour se rendre compte que la mort est irréversible. J'ajouterais que ce n'est pas un travail de deuil à en parler. Le travail de deuil concerne les décès attendus quand un fils adulte perd ses parents, quand il y a, quand c'est dans leur génération. En revanche, un drame comme le fait de perdre un enfant ou même une mort prématurée d'un jeune adulte sont des épreuves autrement difficiles et il faut respecter le fait que pendant très longtemps, parfois toute une vie, ça arrive aussi que cette blessure ne soit jamais cicatrisée. Il ne faut pas culpabiliser les survivants en leur disant oublie, fais comme si ça n'existait pas, reviens au monde, c'est pas possible. Merci. Une blessure que tente en tout cas d'apaiser ces personnes qui sont présentes aujourd'hui à cette marche rose, donc à Rambervillers. C'est là qu'on vous retrouve, Antoine Forestier. Vous êtes parmi ces personnes venues rendre hommage à la petite fille décédée mardi et qui sont encore mobilisées, qui restent auprès de cette famille endeuillée aujourd'hui. Oui, la famille est en train de distribuer à boire, à manger à tous les habitants qui se sont déplacés. Je suis aux côtés d'Isabelle. Vous faites partie de ces à peu près 500 personnes peut-être qui étaient là dans la rue aujourd'hui à Rambervillers. On imagine l'importance pour vous de venir apporter votre soutien à la famille. C'est important. On ne peut pas rester insensible devant un tel drame qui aurait pu être évité, je pense. Et chaque jour, je passais par là, je voyais la petite fille qui jouait dehors. C'était ma direction, ma trajectoire pour aller rechercher mon petit-fils à l'école. Et ça me fait mal, c'est tout. J'ai déjà perdu un enfant, mais pas dans des conditions comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de soutien dans la ville de Rambervillers avec toutes ces fleurs qui ont été déposées toute cette semaine. Le fait qu'autant de monde se soit déplacé, c'était important d'apporter votre soutien à toute cette famille qui est présente ici dans le deuil. Oui, en tant que mère, je pense que c'était très important pour moi. Et maintenant, il y a également un besoin de justice. Vous allez suivre de près les suites de cette affaire ? Exactement, oui. J'espère que le coupable va subir ce qu'il doit subir. Voilà, je sais pas. Merci beaucoup Isabelle, on sent encore beaucoup d'émotions. Voilà, plusieurs centaines de personnes encore qui sont présentes ici devant le domicile de Rose. La maman de Rose qui est rentrée à l'intérieur de sa maison, qui est bien épaulée par la famille. Ça a été très très dur pour elle, notamment au début de la marche où elle a eu un petit malaise. Une marche qui avait démarré de manière silencieuse et ensuite à de nombreuses reprises on a entendu justice pour Rose, justice pour Rose. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Margot Sève, cet ado qui n'est pas coupable, qui est suspect et qui reste présumé innocent à cette heure. Bien sûr, l'enquête vient de débuter. Restez avec nous sur BFM TV. Il y a beaucoup de questions qui se posent, on l'a entendu. Ce drame aurait pu être évité. C'est ce que disent notamment ceux qui se sont rassemblés aujourd'hui dans ce village Rambervillers dans les Vosges. On y revient dans un instant sur BFM TV. À tout de suite. « 22h. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, vous êtes dans Week-end Direct. La France ne dort pas. Oui, mais c'est comme ça. Allez, vous restez avec nous. La preuve. On est ensemble jusqu'à minuit. Autour d'Alice Darfeuille, toutes les équipes de BFM TV. Bonsoir Justine, vous êtes dans la capitale. Vous font vivre le direct comme jamais. Il se passe réellement quelque chose, on est à un tournant. Un ras-le-bol, ça s'exprime par une grève. C'est important. Donc on a bien fait de décider d'en parler ce soir. Week-end Direct, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Ça va vous intéresser d'ailleurs ce sujet, vous n'allez pas partir comme ça. Vendredi, samedi et dimanche à partir de 22h sur BFM TV.
Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est l'heure de prendre soin de votre santé. En cette semaine de la vaccination, Moderna soutient les professionnels de santé. Moins d'émissions de CO2, moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Renault Captur E-Tech Full Hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Renault Captur prête à partir existe aussi en version essence, dès 170 € par mois. Inogreen installe votre centrale photovoltaïque pour seulement 9 300 €. Pour plus d'informations, appelez le 3620 et dites Inogreen ou tapez inogreen.fr. Aujourd'hui, voler en silence en respectant mieux l'environnement, ce n'est plus un rêve d'enfant. Dans nos aéroclubs, l'électrique, c'est dans l'air. Je suis passée d'une taille 60 à une taille 40. Et moi, d'une taille 50 à une taille 38. Je suis passé d'une taille 46 à une taille 42. Et moi, je suis passé du 46 au 42, ça fait 3 trous en plus sur ma ceinture. Alors vous aussi, pour changer de taille de pantalon, lancez-vous dans un programme qui marche. Et venez découvrir votre nouvelle silhouette avec des kilos en moins en scannant ce QR code. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors scannez ce QR code ou rendez-vous sur comgem.fr. Vous pouvez aussi appeler le 0800 37 37 37. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Eh oh, pas Versailles ici. Hop, 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 hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Grâce à vous, c'est toujours pas Versailles ici. L'hiver dernier, plus d'1 million de nos clients ont réduit leur consommation d'électricité en moyenne de 15%. Pour les remercier, nous leur versons une prime d'une valeur moyenne de 90 €. C'est toujours pas Versailles ici. Orange, bonjour. Puis-je prendre votre commande? Oui, un répéteur Wi-Fi 6, c'est suffisant. Ok les gars, c'est parti. Il me faut un menu open pour 3 personnes avec la fibre et sa Livebox 6, un répéteur Wi-Fi, 3 forfaits mobiles avec remise open et un burger. Rigole, on est parti. Avec Open, composez à la carte votre offre mobile et internet et faites des économies. Orange. Vu l'armée, je prendrais bien un petit bouquet film et série en plus. Coucou la France! Bon, vous le savez, dès le 1er septembre, Leclerc arrête ses prospectus en boîte aux lettres. Comme ça fait moins de papier, mais toujours autant d'économies. Retrouvez les prix bas de nos prospectus à tout moment dans l'appli Mon Leclerc sur cet objet pratique. Rectangulaire, mais si, celui qui vous quitte jamais. Leclerc. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. J'ai contacté le groupe Verlaine en disant voilà, j'ai une maison qui est plein sud. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que je sois autonome 100% en énergie? Et là, ils m'ont proposé ces fameux panneaux solaires, cette batterie, pour que je sois aussi autonome la nuit. Faut pas attendre, faut y aller maintenant. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Envie de perdre du poids la nuit et de brûler vos graisses le jour? Découvrez Anaca 3 minceur jour-nuit, le premier complément alimentaire qui allie 2 formules. Une formule jour qui aide à brûler les graisses et favorise l'amincissement la journée. Une formule nuit qui aide à rester mince et favorise la perte de poids la nuit. Anaca 3 minceur jour-nuit, un programme 2 en 1 disponible en pharmacie et sur anaca3.com.
Bientôt 14h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Aujourd'hui, on parle évidemment de cette marche rose, en l'honneur de la petite fille qui est décédée, petit enfant de 5 ans qui est décédé mardi dans les Vosges, à Rambervillers. Vous voyez ce rassemblement qui est parti aux alentours de 13h du domicile des parents de Rose et qui est donc arrêté à cet endroit où on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Frédéric Fernandez. Vous êtes auprès de cette population, ces centaines de personnes qui se sont rassemblés pour rendre hommage à Rose et pour soutenir ses proches. Oui, effectivement. Et donc là, la marche a duré 1 heure. Elle est actuellement terminée. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, il reste encore du monde devant le domicile familial. Et au retour, devant le domicile, justement, le père de la petite Rose a pris la parole assez brièvement. Je vous propose de l'écouter. C'est vous qui nous donnez encore de la force. Et c'est dur, on ne trouve pas les mots. C'est un moment qu'il pouvait arriver à n'importe qui, de tous les parents. Et c'est un moment très dur. Merci pour votre présence, tout le soutien que vous nous apportez, les messages. Qui veut rester avec nous ici, partager encore notre douleur, ils sont bienvenus. Je vous remercie à tous du fond du cœur. Alors le père a été ensuite applaudi par les participants. Ces derniers se sont aussi mis à clamer après son intervention le prénom de la petite Rose tuée mardi. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que les participants, eux, n'étaient pas tous originaires de la ville. Certains sont venus des villes et villages alentours. Ils nous ont expliqué que c'était important pour eux d'être là et de montrer leur soutien à la famille. On peut le dire, ils étaient environ 500 à être présents aujourd'hui. Et on parlait pas donc d'une marche blanche, mais bien d'une marche rose. Car à la demande de la famille, de la petite fille, eh bien, les participants sont venus tout simplement rendre hommage à la petite, mais ils étaient vêtus de t-shirts, de pulls ou même de foulards roses. Le cortège, lui, était plutôt silencieux lors de son départ, et puis il s'est ensuite mis à clamer régulièrement le slogan « Justice pour Rose ». Alors qu'on a demandé aux participants pourquoi ils clamaient ce slogan, ils nous ont répondu que tout simplement pour eux, c'était important de montrer et de dire qu'il y avait une certaine injustice dans cette affaire. Le cortège, donc maintenant, je vous l'ai dit, il est revenu devant le domicile familial. C'est aussi le moment pour certains de discuter, mais aussi de prendre une boisson. Voilà, donc pour l'instant, le cortège est de moins en moins nombreux, mais ils sont toujours devant le domicile familial. Merci beaucoup Frédéric Fernandez avec Anthony Métro à Rambervillers donc pour BFM TV dans les Vosges. Cécile Olivier, la famille, les parents de Rose ne savent toujours pas comment leur fille a été tuée. Oui, puisque l'autopsie qui a été pratiquée hier au CHU de Nancy n'a pas permis de déterminer les causes de la mort. Ça peut arriver parfois, notamment s'il n'y a pas de traces extérieures de blessures. Donc, des analyses plus poussées vont être pratiquées, des analyses médico-légales qui peuvent prendre encore plusieurs jours et qui sont d'autant plus importantes que le principal suspect dans cette affaire n'a rien dit au cours de sa garde à vue. La justice n'a même pas encore sa version des faits. La seule chose qui a permis d'établir l'autopsie avec certitude, c'est que cette petite fille n'a pas été violée, ce qui était une question au vu des antécédents judiciaires de ce garçon. Nous sommes toujours en ligne avec Samuel Lepastier, psychiatre et psychanalyste, chercheur associé à l'université Sorbonne Paris-Nord. On revient sur ces images que l'on voit toujours en direct sur notre antenne de ces centaines de personnes, 500 selon nos reporters sur place, qui sont venus soutenir les proches de Rose, notamment ses parents, ses oncles qu'on a entendus également. Ce moment, il est fédérateur, il est très important dans ce type d'affaires. Qui ça peut aider et de quelle manière ? Ça aide évidemment les proches parce qu'ils ne sont pas seuls, mais ça va bien au-delà. La société repose sur l'interdiction de la violence privée, sur l'interdiction du meurtre. On ne doit pas tuer et par conséquent, chaque fois qu'un meurtre est commis, chaque fois qu'un homicide est commis plus exactement, eh bien le lien social est mis à mal. On ne tue jamais que des personnes qu'on ne connaît pas, avec lesquels on n'a pas de lien d'identification. Et plus on s'identifie à une personne, moins on sera tenté de la supprimer. Et donc très important de se réunir, et je dirais même que les téléspectateurs ont aussi leur fonction, puisque par identification aux personnes atteintes, eh bien, ils peuvent aussi
renforcer le lien social. Tout ce qui promeut le lien social, tout ce qui promet effectivement un partage d'idées, fait obstacle à la violence. Il ne faut pas, à l'inverse, que cet hommage se transforme en foule haineuse qui pense avoir trouvé un bouc émissaire, qu'on lâchera et que tout reviendra dans l'ordre. C'est au contraire par effectivement le fait d'accepter la justice, ses lenteurs, ses imperfections, ses approximations, qu'on contribue à faire société. Cécile Olivier, il y a d'autres questions qui se posent également sur le profil du suspect qui a été mis en examen. Que sait-on de lui ? Alors, c'est un garçon qui est très jeune, qui a 15 ans, qui en aura 16 à l'été prochain et qui est déjà mis en examen dans une autre affaire de viol, violence et agression sexuelle pour des faits qui remontent à 2022, des faits pour lesquels il est soupçonné de s'en être pris à 2 petits garçons de 10 et 11 ans. Qu'il avait attaché à un arbre, ça se passait en forêt, il avait tenté de mettre le feu à des feuillages autour et il leur aurait, d'après l'accusation, imposé des gestes sexuels, enfin il est soupçonné de viol. Il est évidemment présumé innocent dans cette affaire puisqu'il n'a pas été encore jugé et pour ces faits, il avait été placé pendant 1 an dans un centre éducatif fermé, ce qui est la durée maximale qu'on peut imposer à un mineur et il en était sorti en février 2023. Il avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique au cours de cette instruction qui avait conclu à une légère déficience mentale, à un fonctionnement autocentré et à une immaturité psycho-affective. C'était dans une autre affaire. Il sera jugé devant un tribunal pour enfants de façon indépendante par rapport aux faits qui se sont produits il y a 1 semaine. Auprès de ces personnes mobilisées aujourd'hui, on vous retrouve Antoine Forestier avec cette manifestation, cette marche rose en l'honneur de cette petite fille donc décédée mardi qui se prolonge. La marche est terminée, mais on le voit, les gens restent très soudés encore autour de la famille. Oui, notamment les voisines Viviane, Keina, Betty qui sont à mes côtés. Vous êtes une amie de la famille. C'était encore plus important pour vous d'être là cet après-midi. Qu'est-ce que vous ressentez après cette marche rose qui a eu lieu dans les rues de Rambervillers ? Une colère. Je ressens une colère parce que j'ai l'impression que la justice, pour moi, ne fait pas trop leur boulot parce que d'une simple raison. Pourquoi ? Parce que lâcher un jeune de 15 ans, sachant qu'il a quand même des antécédents, je ne trouve ça pas normal. Surtout être entouré par des gamins. Non, la colère, elle est là. Comment peut-on faire du mal à un enfant de 5 ans ? Ma nièce, elle a été quand même suivie aussi. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Je compatis la douleur des parents, je compatis la douleur de la famille. Moi-même, j'ai eu un enfant qui a subi des attouchements. La justice n'a jamais fait son boulot. Ça fait 4 ans que j'attends. J'espère que cette fois-ci, ils feront leur boulot, mais correctement, quoi. Est-ce que cet hommage vous a touché, Keina, ces 500 personnes qui se sont déplacées dans les rues cet après-midi ? Oui, effectivement, ça m'a touché. Moi, c'est que la justice, elle n'a pas fait son travail. Voilà. La justice pour Rose, quoi. Quel souvenir vous garderez de Rose que vous aviez l'habitude de voir jouer ici dans le quartier ? Ça m'a vraiment touché, J'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. On sent encore beaucoup de douleur. Betty, vous qui habitez juste à côté des parents, de la famille, c'est des gens qu'il va encore falloir soutenir. Il y a eu le soutien, on l'a vu ces derniers jours, mais il va falloir que ça continue. Oui, effectivement, il va falloir que ça continue. Et puis, c'est vrai que moi, je passe là tous les matins pour amener mon fils à l'école. Et puis, il y a de la colère aussi, parce que je me dis que la justice, elle est pas au top au niveau de ça. Et c'est vrai qu'on ressent... J'aimerais pas que on fasse ça à mon fils parce qu'il a le même âge que cette petite Rose. Donc c'est vrai que moi ça m'a. On peut pas se mettre à la place des parents, mais j'espère que la justice fera son boulot correctement et rendra. Voilà. J'ai pas trop de mots
Mais c'est vrai que ça fait peur, on se sent pas en sécurité. Et là, j'espère vraiment de tout cœur, vraiment pour la famille, que la justice sera faite pour cette petite puce. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir témoigné. Vous l'avez entendu à chaque fois, les 3 fois. Le mot justice est revenu, c'est ce qu'on a beaucoup entendu dans le cortège cet après-midi. Justice pour Rose. Ici, les habitants sont encore dans l'incompréhension par rapport à ce qui s'est passé mardi. Antoine Forestier avec Marc Gosset, il y a de la colère. La justice n'a pas fait son boulot, c'est ce qu'on entend beaucoup. Il y a la question des antécédents judiciaires du suspect. On va en parler dans un instant, Céline, mais aussi sur la question des délais de la justice qui paraît toujours, pour certains, trop lente, si ce n'est laxiste. C'est aussi quelque chose qu'on entend parfois. En tout cas, il y a de la colère, de l'incompréhension. Oui, et malheureusement, c'est quelque chose qui revient à chaque fois qu'il y a un drame comme celui-ci et qu'on se rend compte que la personne était déjà suivie. Quand on dit que la justice ne fait pas son travail, on comprend ce sentiment évidemment, puisque quand on apprend cette nouvelle et qu'on se dit voilà un jeune homme qui a été mis à l'écart et qui maintenant est libre, alors même qu'il était en attente de jugement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité est que les magistrats font leur travail, mais ils font leur travail avec les moyens qu'ils ont. Et spécifiquement en matière de justice des mineurs, le code de procédure pénale, alors il y a un code de justice des mineurs maintenant, prévoit des délais qui sont courts. Par exemple, le délai pendant lequel on peut maintenir un mineur dans un centre éducatif fermé, c'est 1 an. Et c'est fait exprès. Ça veut dire que dans cette année, il faut que l'enquête se fasse et que le mineur en question, s'il y a des éléments pour le juger, eh bien, il soit jugé dans ce délai d'1 an. Parce que quand on est mineur, on ne peut pas attendre 3 ans, 4 ans pour être jugé. D'abord, on n'est plus mineur et parce qu'il faut des réponses rapides. Donc, les délais qui sont prévus par notre procédure ne sont pas en adéquation avec les moyens qui sont donnés aux magistrats. On parle d'attente de 6 mois, 1 an pour des expertises. En réalité, c'est là encore parce que les expertises, il n'y a pas suffisamment d'experts, c'est pas forcément toujours très bien payé, c'est quelque chose qui prend du temps et il y a un ensemble qui fait que les magistrats sont débordés et Dieu sait s'ils travaillent, on est au contact quotidien et nous-mêmes en tant qu'avocats, que ce soit de mise en cause ou de victimes, les avocats on le voit, ces délais on les subit. Donc il y a un problème qui est un problème de moyens qu'on essaye de résoudre année après année. Tant qu'on ne pourra pas effectivement juger rapidement, eh bien il y aura des personnes qui peut-être devraient être à l'écart et qui ne le sauront plus et on ne saura jamais si c'était évitable ou pas. Mais le simple fait qu'on se pose la question de savoir si ça aurait pu être évité montre qu'il y a un problème. Il y a un problème, vous le disiez, d'effectifs, mais est-ce que pour autant, vous semblez dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, en tout cas dans la procédure, dans les délais qui ont été établis? Il n'y a aucun dysfonctionnement, c'est-à-dire que ce jeune homme, d'après ce qui ressort, au contraire, la justice a fonctionné telle qu'elle devait fonctionner, puisque sur sa précédente affaire, le juge a estimé qu'il devait être mis à l'écart. Donc il l'a fait. Il l'a fait avec les moyens que lui donne la loi, c'est-à-dire le fait de le mettre dans un centre éducatif fermé. Alors la question qu'on peut se poser, évidemment, on l'entend, c'est de se dire, si 1 an ça suffit pas, faut allonger la durée pendant laquelle on peut maintenir les gens en détention en mineur. On est déjà sur des délais de détention, y compris pour les adultes, où on a encore battu un record récemment sur le nombre de détenus. On a plus de 73 000 détenus en France. Et le problème, c'est qu'une grande partie de ces détenus sont en attente de procès. Donc le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire des enquêtes qui soient correctes dans un délai contraint et à juger les personnes pour qu'on puisse ne plus se dire cette personne aurait dû être jugée et elle était libre alors qu'elle a une autre affaire sur le dos. Alors justement, en l'espèce, Céline Pitlet, concernant le suspect qui a été mis en examen dans cette affaire, il a des antécédents judiciaires. Pourquoi était-il en liberté? C'est la question que beaucoup se posent également. Oui, et c'est la question que s'est posée la mère de Rose tout de suite. Pourquoi ce suspect était en liberté? Il faut savoir ce dont on parle. Ces faits, ces antécédents, c'est des faits qui remontent à un petit peu plus d'1 an, 1 an et 2 mois. Et il est accusé là d'avoir violé 2 jeunes garçons de 10 et 11 ans dans une forêt très près de cette commune de Rambervillers. Et en fait, il est sous contrôle judiciaire dans cette affaire. Et il a fait effectivement un séjour en centre éducatif fermé, donc avec des psys, des éducateurs, un suivi. Ce séjour, c'est maximum 1 an. Et ça, c'est la loi qui le dit. Donc, il est rentré dans ce centre éducatif fermé en février 2022. Il est ressorti en mars 2023 avec interdiction
de voir les 2 jeunes garçons qu'il est accusé d'avoir violés, avec une obligation de soins, donc un suivi par des professionnels de santé, une obligation aussi de formation dans une optique de réinsertion. Et puis un autre élément, quelques jours avant le meurtre de Rose mardi, le suspect aurait tenté d'attirer à lui d'autres enfants. C'est ce qu'affirment 3 mineurs. Il leur demandait de venir voir son chat. Et le procureur d'Épinal a précisé que, à la suite de ces faits, aucune plainte n'a été déposée, aucun signalement n'a été fait. Merci beaucoup pour ces précisions, Céline. On va écouter également cette émotion exprimée par l'un des oncles de Rose qui est présent à cette marche rose. Il a remercié des participants qui sont venus en nombre aujourd'hui à Rambervillers. Il a également exprimé son désir que la justice soit rendue. Écoutez. Je les remercie du fond du cœur à tous et à toutes. Et je remercie qu'ils partagent avec nous. Et j'espère que la justice ait fait son travail. Et j'espère qu'il va prendre perpétuation. Et que ça ne se produise plus. Toute ma vie, je vais la garder dans le cœur. Toute ma vie, je vous remercie. On va aller sur place, vous retrouver Frédéric Fernandez. La marche rose en soi est terminée. Pour autant, les habitants sont encore là. Oui, effectivement, et vous le voyez peut-être actuellement sur les images d'Anthony Métro, la famille est en train de distribuer aux participants qui restent des t-shirts avec le portrait de la petite fille. Alors vous le disiez, oui, la marche est terminée, elle a duré 1 heure, mais il reste encore un peu de monde ici devant le domicile familial. Et au retour, justement, devant ce domicile, eh bien, le père de la petite Rose a pris la parole assez brièvement. Je vous propose de l'écouter. Alors, on peut aussi dire ici que les participants n'étaient pas tous originaires de la ville. Certains sont venus des villes et villages alentours. Ils nous ont expliqué que ce qui était important pour eux, eh bien, c'était d'être là, de montrer leur soutien à la famille. Ils étaient environ 500 à être présents pour cette marche rose. Et on parle bien évidemment d'une marche rose et pas d'une marche blanche, car à la demande de la famille, les participants sont venus vêtus de rose avec des fleurs roses en hommage en fait au prénom de la petite fille tuée mardi. Le cortège était d'abord silencieux lors de son départ, puis s'est ensuite mis à clamer régulièrement le slogan « Justice pour Rose ». Les participants que nous avons croisés, eux, nous ont expliqué en fait que ce slogan était tout simplement le reflet de la profonde injustice qu'ils ressentent aujourd'hui. Et pour l'instant, donc, il y a toujours quelques dizaines de personnes ici devant le domicile familial. Ils sont là pour rendre un dernier hommage à la petite fille, mais aussi pour soutenir la famille. Merci Frédéric Fernandez avec Anthony Métro à Rambervillers pour BFM TV. Samuel Lepastier, vous parliez tout à l'heure de l'importance de moments tels que cette marche, ces marches blanches, là, elle est rebaptisée Rose en hommage à la jeune victime. Au-delà de ces marches blanches, il y a d'autres moments peut-être pour pouvoir se reconstruire. Comment se reconstruire après un tel drame, à la fois du côté des proches de la victime, mais aussi de l'auteur peut-être? Alors, en ce qui concerne l'auteur, j'ai très peu d'informations sur lui. Il me semble que nous avons quand même quelques éléments. S'il a été libéré du centre éducatif fermé, c'est qu'il n'avait pas de troubles psychiatriques patents, parce qu'autrement, il aurait été possible d'imposer, un magistrat a la possibilité d'imposer des soins sous contrainte, c'est-à-dire qu'il aurait été interné en hôpital ou des éléments proches de l'internement, et il aurait été surveillé sur le plan, à ce moment-là, médical et psychiatrique. Ça n'a pas été fait, donc il n'y avait pas de soins sous contrainte. Il faut également ajouter que lorsqu'il y a une obligation de soins, les résultats thérapeutiques sont très rarement au rendez-vous. En tant que psychiatre, on doit être toujours modeste dans nos affirmations pour qu'un traitement, quel qu'il soit, médicament ou psychothérapie, soit effectif. Il faut une adhésion du sujet et il faut que ce soit quelque chose sur un long parcours, 1 an, devant des cas aussi graves, ça ne compte pas vraiment. Donc, il ne faut pas attendre de la psychiatrie plus qu'elle ne peut donner. J'ajouterais également, en ce qui concerne l'expertise, il faut beaucoup de temps pour avoir l'expertise. Une expertise de moins de 10 minutes ne me semble pas envisageable. J'ajouterais que
Dans le seul cas où elle pourrait être envisageable, c'est s'il y a des troubles patents, mais là encore, ce n'est pas le cas. Donc, il faut entendre ce jeune homme. Et il se trouve que certaines personnes, sans avoir, disons, de manifestations psychiatriques patentes, ne sont pas, à proprement parler, des malades mentaux, ont une sorte d'absence de sens moral qui fait qu'ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font. Ils obéissent uniquement à leur propre narcissisme, sans que l'autre existe. Et c'est pour ça qu'au fond, une marche crée, c'est montrer que les autres existent. Si nous pensons que celui que nous agressons, ça pourrait être nous, à ce moment-là, nous sommes arrêtés dans notre geste et nous sommes amenés à l'insulter. J'ajouterais également que l'expert est dans une position extrêmement difficile, quelle que soit sa bonne volonté. On peut me reprocher d'intervenir concernant une personne que je ne connais pas, c'est vrai, mais l'expert ne dispose pas en réalité de beaucoup plus d'éléments. Si ce jeune homme était en état délirant, ce qui est peu probable, mais ça pourrait arriver, eh bien, au moment de l'acte, il peut très bien qu'aujourd'hui, ce délire ait disparu. Et le fait qu'il ait gardé le silence, c'est encore la meilleure des défenses à tout point de vue, puisque quand on parle, on peut se rendre compte que l'autre est en train de mentir, qu'il y a une tactique pour échapper aux questions gênantes, alors que se taire, on ne peut rien dire. Il y a évidemment quelques cas où il y a des anomalies neurobiologiques, et encore on ne sait pas très bien les repérer. C'est un mensonge de penser que la neuroscience nous apporte des réponses, nous éclaire sur le fondement cérébral. Elle ne permet pas de poser un diagnostic en l'état actuel des choses. En dehors de quelques cas, effectivement, nous sommes uniquement réduits à une relation intersubjective, et lorsque un des deux n'est pas en état de répondre, ou ne peut pas répondre de façon sincère, c'est extrêmement difficile. Donc là aussi, on est dans un très grand flou, on n'est pas dans quelque chose, effectivement, dans un domaine de certitude. Vous venez de parler des expertises psychiatriques, il y a aussi les expertises médico-légales. La famille, les parents de cette fillette ne savent toujours pas comment elle est morte. Il doit y avoir des analyses complémentaires, a dit le procureur. En tout cas, l'autopsie permet d'exclure un viol. C'est infime, mais c'est peut-être un infime soulagement déjà pour la famille. C'est évidemment toujours une des premières questions qui se posent malheureusement quand une fillette, une jeune femme ou de manière générale quand un enfant est retrouvé décédé, ça fait partie évidemment des éléments qui se posent. Et puis la cause du décès est bien entendu généralement la première question qui vient et à laquelle, dans une grande partie des cas, on a généralement une réponse assez rapide. Mais le fait qu'on n'ait pas pu avoir la réponse lors du premier examen ne signifie pas qu'on va pas le savoir très rapidement. Généralement, il peut nécessiter des examens complémentaires, ce qu'on appelle notamment les examens anatomopathologiques, c'est-à-dire des examens des tissus plus poussés. Et généralement, sur des affaires aussi graves, ça va quand même ça peut aller relativement rapidement, puisque généralement, elles sont tout de même traitées avec un certain degré de priorité par rapport à d'autres types d'examens dans des affaires avec une gravité moindre. Céline Pitlet, on rappelle que ce jeune suspect pour le moment est donc mis en examen, qu'il est incarcéré donc dans un quartier pour mineurs, dans un centre, dans une maison d'arrêt à Metz. Qu'est-ce qu'il risque dans le cadre de cette affaire? Alors pour des faits aussi graves, pour meurtre, pour un adulte, c'est la perpétuité, et pour un mineur, ça peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Donc c'est ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Ensuite, il y a un autre point qu'il faudra éclaircir, c'est son discernement au moment des faits. Est-ce qu'il avait toute sa tête? Est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens? C'est extrêmement important parce que ça peut avoir effectivement un impact sur la peine. Si jamais son discernement était altéré, ça réduit la peine. Ça réduit la peine à 15 ans de prison. Alors là, pour l'instant, on a une première expertise qui est issue d'une expertise provisoire qui dit, qui a été effectuée pendant sa garde à vue et qui parle d'une altération du discernement et de sa dangerosité pour les autres. Cette expertise, elle doit être complétée par d'autres expertises encore. Donc en cas d'altération du discernement, c'est 15 ans maximum. S'il y avait une abolition du discernement, dans ce cas-là, il ne pourrait pas être jugé, il ne pourrait pas être condamné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction de la justice, mais dans ce cas-là, c'est par exemple un internement à l'hôpital, en service psychiatrique. En un mot, maître, à cette heure, il ne parle pas, il ne dit rien.
Oui, il semblerait qu'il ait choisi de garder le silence. Alors, il est accompagné par un avocat, donc il est possible que ce soit un choix qui soit fait en liaison avec son avocat. Et ce droit au silence, c'est un des premiers droits que l'on notifie à une personne. C'est simplement le droit de ne pas répondre aux questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas les questions. Dans ces cas-là, souvent, d'ailleurs, les enquêteurs ou les juges d'instruction posent parfois les questions de façon à voir si la personne ne change pas d'avis au fil des questions. On peut choisir de répondre à certaines questions, pas à d'autres. On peut choisir de ne répondre à aucune question. Mais en tout état de cause, il arrive très fréquemment que dans la première phase, surtout si à l'issue de l'examen psychiatrique en cours de garde à vue, il y ait une possible altération du discernement qui a été relevée, ça peut aussi vouloir dire que la personne n'est pas en état de parler et que si elle parle, elle risque de dire des choses qui sont incohérentes, voire des choses qui sont maladroites. Parfois, il y a un effet de sidération des personnes lorsqu'elles sont placées en garde à vue et qu'elles prennent conscience peu à peu de la gravité de la situation et ce qui amène à des déclarations sur les procès-verbaux où on se dit, quand on les relit, que la personne n'est pas dans une réalité comme tout le monde. Et c'est pour cela que dans ces cas-là, il arrive que l'avocat conseille à son client de garder le silence pour le moment, de manière à retrouver ses esprits et à s'expliquer de façon plus précise un peu plus tard. Merci pour ces précisions, Maître Stéphane Babonneau. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci également à Samuel Lepastier qui était avec nous tout à l'heure, psychiatre et psychanalyste. Merci également à Céline Pitlet de nous avoir accompagnés en ce début d'après-midi. Restez avec nous, évidemment. On reviendra sur cette actualité. Nous serons en direct de Rambervillers avec nos reporters sur place dans les Vosges qui participent à cette marche rose en l'honneur donc de la petite Rose décédée mardi, dont le corps sans vie a été retrouvé dans un sac poubelle près de son domicile. Grande émotion aujourd'hui donc lors de cette marche rose pour lui rendre un dernier hommage. On y revient dans quelques minutes, à tout de suite. « 70 ans après le couronnement de la reine Elisabeth II, Charles III va être couronné roi du Royaume-Uni et autre des royaumes du Commonwealth dans l'abbaye de Westminster. Pour cet événement exceptionnel, BFM TV s'installe à Londres. Samedi 6 mai, Jean-Baptiste Boursier et la rédaction de BFM TV vous feront vivre cette cérémonie historique. Suivez sur BFM TV la procession du roi dans les rues de Londres, la cérémonie du couronnement à Westminster et la première apparition du roi Charles III au balcon à Buckingham, en présence des princes William et Harry, de la reine Camilla et des invités du monde entier. Samedi 6 mai, journée exceptionnelle, à suivre en direct sur BFM TV. Maman, c'est quoi ces grands ventilateurs? Ce sont des éoliennes, ma chérie. Ça sert à faire de l'électricité avec du vent. D'ailleurs, si elles sont là, c'est un petit peu grâce à moi. Tu vois le terrain de basket, là? S'il est là, c'est aussi un peu grâce à moi. Et l'usine, là, si elle est là, c'est aussi grâce à moi. C'est comme ton école. Ouais, pour l'école, t'étais pas obligé. Bon, allez, bisous. Être client Caisse d'épargne, c'est choisir une banque régionale qui réinvestit votre épargne là où vous vivez. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Ryobi One Plus, la solution pour tous les besoins de la maison. Pour tous vos travaux de bricolage, le nettoyage de vos intérieurs, l'entretien de votre voiture et bien plus encore. Avec plus de 200 outils alimentés par une seule et même batterie, pour chaque projet, il y a un Ryobi. Et en ce moment, découvrez dans nos magasins partenaires nos pack tondeuse One Plus avec le coupe-bordure offert. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Mais surtout, reconditionnées, pour être plus durable. Car conduire une voiture faite hier, c'est penser à demain. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Orange, bonjour. Puis-je prendre votre commande? Oui, un répéteur Wi-Fi 6, c'est suffisant. Ok les gars, c'est parti. Il me faut un menu open pour 3 personnes avec la fibre et sa Livebox 6, un répéteur Wi-Fi, 3 forfaits mobiles avec remise open et un burger. Rigole, on est parti. Avec Open, composez à la carte votre offre mobile et Internet et faites des économies. Vu l'armée, je prendrais bien un petit bouquet film et série en plus. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable.
Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. Comgem.fr. C'est important, .fr. Le fait qu'il n'y ait pas du coup d'actionnaire, on ressent sur le prix, c'est quelque chose qu'on perçoit. Et cet esprit mutualiste, c'est l'essence même de la Massif. Le comparatif entre les garanties proposées par la Massif et la cotisation payée, j'ai pas trouvé mieux ailleurs en fait. Exactement. Et on est satisfait, on y reste. Hein. La Massif, c'est vous. Innogreen installe votre centrale photovoltaïque pour seulement 9 300 €. Pour plus d'informations, appelez le 3620 et dites Innogreen ou tapez innogreen.fr. Brico Privé, les plus grandes marques au meilleur prix. Brico, maison, jardin, jusqu'à moins 80% en vente privée. Téléchargez l'application dès maintenant. Quand on gère les finances d'une entreprise, on doit pouvoir y dédier toute son énergie sans être freiné par la paperasse. Avec Conto, vos finances sont sous contrôle. Conto, toutes vos finances pro, une seule solution. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Eh oh, pas Versailles ici. Hop, 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 hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Non, mais c'est pas Grâce à vous, c'est toujours pas Versailles ici. L'hiver dernier, plus d'1 million de nos clients ont réduit leur consommation d'électricité en moyenne de 15%. Pour les remercier, nous leur versons une prime d'une valeur moyenne de 90 €. C'est toujours pas Versailles ici. Combat contre papa. Bam. Des petites carottes. Si tu veux être fort comme une championne, mange tes ratés. Des bonnes tomates, ce serait bien aussi. T'as raison. C'est pas combien les oignons? Ils sont à 99 centimes, comme tout ce rayon fruits et légumes. Ok, tu prends les bananes, poivrons, pommes de terre. Ce soir, c'est la tarte de papa. Ouais. Allez, ma fille. T'es la meilleure. Chez Carrefour, c'est plus de 10 fruits et légumes à 99 centimes. C'est ça le défi anti-inflation. C'est plus trop meilleur. Il est 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Notre vie est détruite, on le souhaite à personne. Les mots de la famille de la petite Rose, Marche Blanche, transformée en Marche à son prénom. Forte émotion dans les rues de Rambervillers, dans les Vosges. C'est là que la fillette a été retrouvée, décédée dans un sac en début de semaine. Un ado de 15 ans est mis en examen. À la une également, carton rouge et sifflet interdit pour la finale de football de Coupe de France ce soir. 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter que l'événement ne soit trop tendu, notamment du fait de la présence d'opposants à la réforme des retraites parmi les supporters. Emmanuel Macron saluera bien les joueurs à son habitude avant le match, mais pas depuis la pelouse. C'était donc mardi, la petite Rose était retrouvée décédée dans un sac devant un immeuble quelques heures seulement après l'appel à l'aide de sa maman qui ne la retrouvait plus. Depuis, un adolescent de 15 ans a été interpellé et mis en examen. Ce drame a beaucoup choqué et suscite encore beaucoup d'émotions. Antoine Forestier, vous êtes à Rambervillers dans les Vosges où se termine donc cette marche rose. Oui, une marche qui aura démarré aux alentours de 13h ici même devant le domicile des parents. Elle a démarré dans le silence pendant plusieurs centaines de mètres jusqu'à ce que la foule se retrouve devant l'appartement où la petite fille a été retrouvée morte mardi dernier. Il y a environ 500 personnes qui se sont déplacées dans cette ville de 5000 habitants, Rambervillers, qui a été très touchée par ce qui s'est passé ici. Les habitants qui étaient vêtus pour la plupart de roses, qui avaient des roses à la main, et il y a eu des centaines, des milliers de pétales de fleurs qui ont été jetés sur la route tout au long du parcours ici en centre-ville. Et désormais, eh bien, tout le monde reste ici autour de la famille pour les entourer et montrer toute cette solidarité. Un petit peu plus tôt, il y a l'oncle de Rose qui s'est exprimé face à la foule. Il voulait notamment remercier les habitants pour cet élan de solidarité. Je vous propose de l'écouter au micro de Margot Seff. Je les remercie du fond du cœur à tous et à toutes. Et je remercie qu'ils partagent avec nous. Et j'espère que la justice il fait son travail et j'espère qu'il va prendre perpétuation et que ça se produise plus. Toute ma vie, je vais la garder dans le cœur. Toute ma vie, je vous remercie.
Il y a quelques minutes, la famille a distribué des t-shirts à ceux qui le voulaient ici avec le portrait de la petite Rose qui est affiché devant la maison. Et puis ici, les enfants qui ont fait le déplacement ont la possibilité de participer à cet atelier de dessin avec beaucoup de petits mots qui sont écrits, beaucoup de cœurs. Et puis certains qui le veulent écrivent des mots de soutien à la famille. Vous voyez ici toute la solidarité qui est mise en place dans la ville de Rambervillers pour rendre hommage à cette petite de 5 ans qui a été tuée cette semaine. Merci Antoine Forestier avec Margot Sève à Rambervillers pour BFM TV. Et dans cette affaire, on rappelle qu'un jeune adolescent de 15 ans a été mis en examen. C'est le principal suspect. Alors où en est l'enquête? Écoutez Cécile Olivier, chef du service police-justice, qui nous parle notamment des premiers éléments révélés par l'autopsie. L'autopsie qui a été pratiquée hier au CHU de Nancy n'a pas permis de déterminer les causes de la mort. Ça peut arriver parfois, notamment s'il n'y a pas de traces extérieures de blessures. Donc des analyses plus poussées vont être pratiquées, des analyses médico-légales qui peuvent prendre encore plusieurs jours et qui sont d'autant plus importantes que le principal suspect dans cette affaire n'a rien dit au cours de sa garde à vue. La justice n'a même pas encore sa version des faits. La seule chose qui a permis d'établir l'autopsie avec certitude, c'est que cette petite fille n'a pas été violée, ce qui était une question au vu des antécédents judiciaires de ce garçon. Il y a beaucoup de questions donc encore, il y a de la colère aussi, notamment chez les proches de la famille ou ceux qui s'identifient, qui se sont rassemblés à Rambervillers, donc dans les Vosges depuis 13 heures, notamment concernant le passé, les antécédents judiciaires du suspect, Céline Pitlet. C'est la question que s'est posée la mère de Rose tout de suite. Pourquoi ce suspect était en liberté? Il faut savoir ce dont on parle. Ces faits, ces antécédents, c'est des faits qui remontent à un petit peu plus d'un an et 2 mois. Et il est accusé là d'avoir violé 2 jeunes garçons de 10 et 11 ans dans une forêt très près de cette commune de Rambervillers. Et en fait, il est sous contrôle judiciaire dans cette affaire. Et il a fait effectivement un séjour en centre éducatif fermé, donc avec des psys, des éducateurs, un suivi ce séjour c'est maximum 1 an et ça c'est la loi qui le dit. Donc il est rentré dans ce centre éducatif fermé en février 2022, il est ressorti en mars 2023 avec interdiction de voir les 2 jeunes garçons qu'il est accusé d'avoir violés, avec une obligation de soins, donc un suivi par des professionnels de santé, une obligation aussi de formation dans une optique de réinsertion. Et puis un autre élément, quelques jours avant le meurtre de Rose mardi, le suspect aurait tenté d'attirer à lui d'autres enfants. C'est ce qu'affirment 3 mineurs. Il leur demandait de venir voir son chat et le procureur d'Épinal a précisé que à la suite de ces faits, aucune plainte n'a été déposée, aucun signalement n'a été fait. Alors, qui était cet adolescent? Cécile Olivier nous précise quelques détails sur le profil de ce jeune suspect mis en examen et actuellement en détention provisoire dans une maison d'arrêt à Metz, dans un quartier des mineurs. Écoutez. C'est un garçon qui est très jeune, qui a 15 ans, qui en aura 16 à l'été prochain et qui est déjà mis en examen dans une autre affaire de viol, violence et agression sexuelle pour des faits qui remontent à 2022, des faits pour lesquels il est soupçonné de s'en être pris à 2 petits garçons de 10 et 11 ans qu'il avait attachés à un arbre. Ça se passait en forêt. Il avait tenté de mettre le feu à des feuillages autour et il leur aurait d'après l'accusation, imposer des gestes sexuels. Enfin, il est soupçonné de viol. Il est évidemment présumé innocent dans cette affaire puisqu'il n'a pas été encore jugé. Et pour ces faits, il avait été placé pendant 1 an dans un centre éducatif fermé, ce qui est la durée maximale qu'on peut imposer à un mineur. Et il en était sorti en février 2023. Il avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique au cours de cette instruction qui avait conclu à une légère déficience mentale, à un fonctionnement autocentré et à une immaturité psycho-affective. C'était dans une autre affaire. Il sera jugé devant un tribunal pour enfants de façon indépendante par rapport aux faits qui se sont produits il y a 1 semaine. Frédéric Fernandez, il y a les questions et puis il y a aussi beaucoup d'émotions autour de vous, toujours à Rambervillers.
Frédéric Fernandez, qu'on retrouvera dans quelques instants sur BFM TV, alors que cette marche blanche est en train de s'achever à Rambervillers dans les Vosges. 300 à 400 personnes réunies pour rendre hommage à cette jeune fille décédée en début de semaine, donc dans ce village des Vosges, dans des circonstances que l'on ne connaît toujours pas. Frédéric Fernandez, ça y est, on vous retrouve. Le courant est revenu. Beaucoup d'émotions, je le disais, dans cette marche rose, donc. Effectivement, beaucoup d'émotions pendant les 1 heure qu'a duré la marche. Elle est maintenant terminée, mais il reste encore quelques dizaines de personnes, comme vous pouvez le voir, devant le domicile familial. Et au retour, le père de la petite fille a pris la parole assez brièvement pour remercier les participants. Des participants justement qui n'étaient pas tous originaires de la ville. Certains sont venus des villes et villages alentours. Ils nous ont expliqué que c'était important pour eux d'être là et de montrer leur soutien à la famille. On peut dire qu'ils étaient à peu près 500 aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, on parle aussi de marche rose, tout simplement parce que tous les participants étaient vêtus de rose avec soit des t-shirts mais aussi des foulards. Pour l'instant, donc, il y a toujours quelques dizaines de personnes devant le domicile familial. Ils sont là, eux, pour rendre hommage à la petite fille, mais aussi pour soutenir la famille. Merci beaucoup Frédéric Fernandez avec Anthony Métro en direct de Rambervillers. Évidemment, on reviendra sur cette actualité dans notre journal de 15h30 avec donc ce rassemblement, cette marche rose qui se poursuit, qui se prolonge devant le domicile des parents. 15h08, on en vient à présent à ce rendez-vous, un rendez-vous pour le chef d'État, un rendez-vous incontournable sportif. Tout d'abord, la finale de la Coupe de France à laquelle participe habituellement Emmanuel Macron. Mais ça s'annonce très compliqué pour lui ce soir. Il est attendu au tournant par ses opposants pour marquer le coup. Et dans leur fronde contre la réforme des retraites, ils comptent bien perturber l'événement au moment de l'apparition d'Emmanuel Macron. Thibaut Grosse, Anne Boisis, Julie Rosaire. La finale de la Coupe de France a-t-elle pris une dimension trop politique? C'est la question que se posent ses supporters au départ de Nantes ce matin. Moi, je suis là pour le foot, quoi. Enfin, je suis là pour mon club et la politique, pour moi, n'a rien à faire dans un stade. Donc. Du moment qu'ils coupent pas le courant et puis qu'on peut voir le match jusqu'au bout, c'est bon. 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets. C'est ce que prévoyaient de distribuer les syndicats à l'entrée du Stade de France. Avec un but, obtenir l'image d'un stade rouge et bruyant, massivement hostile à Emmanuel Macron. Mais le rassemblement a été interdit. Faut-il y voir une décision politique ? Non, répond le préfet de police de Paris ce matin, qui pointe la menace de débordement. Mais attendez, si ce que vous me demandez, c'est de savoir si on va intervenir à l'intérieur du stade, si à la 49e minute, il y a des gens qui sifflent ou qui brandissent des feuilles rouges, évidemment non. Évidemment non. Donc il faut quand même relativiser la portée de cette décision qui vise à interdire une manif revendicative de voie publique à l'extérieur du stade le jour où il y a un match à risque. Pas de quoi convaincre la CGT, qui a déposé un recours contre l'interdiction du rassemblement. Tout ça, c'est ridicule et malheureusement, ça attise aussi de la colère. Ça attise de la colère parce qu'on ne comprend pas bien le message qui est passé à travers cette interdiction, si ce n'est d'emmerder le monde. Voilà, on va être clair. Les autorités disent ne pas vouloir revivre les scènes de chaos de l'an passé, devant le stade, lors de la finale de la Ligue des Champions. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés aux abords du Stade de France ce soir. Alors Alexis Cuvillier, il y a une question qu'on se pose forcément à quelques heures de l'ouverture de ce match. Le président de la République va-t-il s'aventurer sur le terrain ? Eh bien, selon toutes les informations données notamment par son entourage, le président ne devrait pas mettre un pied sur le terrain ce soir. Précision donnée peu avant 13h à Mathieu Coache du service politique de BFM TV. Le président saluera les joueurs avant leur entrée sur le gazon et donc pas a priori devant les 80 000 spectateurs du Stade de France. Les proches du chef de l'État rappellent qu'il a toujours respecté cette tradition de saluer les joueurs des deux équipes avant le coup d'envoi, mais le même entourage constate, semble-t-il, cette année les appels des responsables syndicaux, notamment de profiter de la soirée pour faire passer des messages politiques. Le symbole d'un stade conspuant, le président est évidemment redouté. Il reste une éventualité d'ailleurs si ces salutations sont retransmises en direct sur les écrans du Stade de France. Lors de l'édition 2019, après un printemps qui avait été encore très marqué par le mouvement des Gilets jaunes, le chef de l'État était bien descendu sur la pelouse cette fois-là. Mais si l'on en croit plusieurs comptes rendus de l'époque, aucune image n'avait été diffusée sur les écrans géants à l'intérieur du Stade de France, ce qui avait limité donc les sifflets, même si le président avait été visé par des insultes lorsqu'il
qu'il était remonté en tribune. Cela pourrait être aussi le cas ce soir à partir de la 49e minute et 3 secondes du match. Référence au déclenchement du 49-3 sur la réforme des retraites. Des huées avaient été observées à ce moment-là lors du match France-Pays-Bas. C'était le 24 mars dernier. C'était quelques jours après l'adoption du texte. Concernant l'issue du match, cette fois, nous vous le disons ici depuis hier, la remise du trophée à l'issue de la finale se fera dans les tribunes. Le président ne sera donc pas sur le terrain après le match, comme cela avait été le cas lors des 3 dernières années. Son entourage ne veut pas donner le sentiment que cette décision vient de l'Élysée. Cette organisation a été discutée entre la Fédération française de football et la préfecture de police de Paris. Configuration qui n'est d'ailleurs pas inédite du tout. Ça avait été notamment le cas en 2018. Merci pour ce rappel historique et footballistique. Merci Alexis. Soirée mouvementée en tout cas en perspective avec près de 80 000, 78 000 spectateurs attendus. Et autour du Stade de France, les rassemblements sont interdits, notamment la distribution de ces cartons rouges et de ces sifflets qui avaient été souhaités par une intersyndicale de Seine-Saint-Denis. Jérémy Père, vous êtes devant le Stade de France avec cet important dispositif de sécurité qui a également été déployé. Oui, à l'initiative de la préfecture de police, un dispositif de sécurité plus élevé, par exemple, que lors de la finale de Ligue des Champions opposant le Real Madrid et Liverpool, ici même au Stade de France. En tout, près de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui. Vous le voyez, ils sont déjà autour du stade. À regarder aussi ce qu'il y a dans les sacs des supporters qui commencent à arriver ici au fur et à mesure et qui filtrent toutes les entrées de cette esplanade du Stade de France. 3000 policiers et gendarmes, des policiers aussi en civil qui patrouillent. Et puis vous le voyez au fond, le dossard jaune, c'est de la sécurité privée qui est aussi aux abords de ce stade et qui sera à l'intérieur du stade. 1500 stadiers ont été prévus par les organisateurs de cette finale de la Coupe de France aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs risques. D'abord parce que c'est un match classé à haut risque d'un point de vue des autorités du football. 4 sur 5 parce qu'il y a eu des problèmes entre les ultras de Toulouse et du FC Nantes. Et puis surtout, évidemment, comme Alexis vient de le dire en plateau, le contexte social avec la venue du président Emmanuel Macron et puis aussi l'éventuel rassemblement de la CGT qui a pourtant été interdit par la préfecture de police aux abords du stade. Un contexte assez compliqué pour les forces de l'ordre qui ont donc décidé d'être très nombreux et de contrôler à peu près tout ce qu'il peut se passer autour de ce Stade de France, et puis à l'intérieur, il y aura donc 1500 stadiers qui sont présents, des grilles aussi qui ont été mis sur les virages du stade pour éviter l'envahissement de la pelouse par les supporters à la fin du match, par exemple, comme ça avait été le cas pour les supporters du FC Nantes lors de la demi-finale à la Beaujoire contre Lyon. Les supporters, justement, puisque vous en parlez, Jérémy, et que vous êtes déjà devant le Stade de France, est-ce qu'ils arrivent ? Oui, il commence à arriver notamment des supporters nantais que vous voyez qui sont très nombreux, alors que vous voyez par exemple bien que les forces de l'ordre se mettent en place, les CRS ici tout autour du Stade de France qui vont resserrer le dispositif. Et donc vous le voyez, les supporters qui vont vers le sud du Stade de France, qui vont dans les zones qui sont prévus à leur effet. Donc les supporters qui sont en train d'arriver et qui pour certains expliquent que à l'intérieur du stade, s'il y a Emmanuel Macron, il doit y avoir des réponses de la contestation. D'autres qui disent que le président de la République et la politique n'ont rien à faire dans cette fête du football. Je vous propose d'écouter ces quelques supporters que nous avons rencontrés avec Yoann Chérifi. On parle d'un président qui peut intervenir sur la pelouse, donc du coup faire passer un message en même temps, c'est logique qu'il y ait une réponse qui est donnée, puisque je pense que une grande partie de la population n'est pas écoutée, notamment les CGTistes, si on veut en parler. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, c'est normal. Alors on a le droit de s'exprimer, ça je suis d'accord, mais c'est vrai que je trouve ça regrettable de le prendre à partie et de le retranscrire sur le sport. Après, libre à chacun de s'exprimer. Espère en tout cas que leur équipe va gagner ce soir et que tout va se dérouler dans le plus grand des calmes ici au Stade de France et surtout après. Ils ont constaté eux aussi, tous les supporters, qu'il y avait un important dispositif, un peu plus d'ailleurs que l'année dernière ici lors de la finale de la Coupe de France. Merci beaucoup Jérémy Père avec Yoann Chérifi devant le Stade de France en Seine-Saint-Denis. Un stade qui va donc peut-être être le théâtre d'opposition politique ce soir à l'occasion de cette finale de Coupe de France, mais qui aussi verra un match se dérouler, un match important pour lequel les Nantais tenants du titre rêvent évidemment de réitérer l'exploit de cette finale. Vous les voyez, les supporters qui arrivent, qui sont déjà en chemin, avec clairement l'envie, vous allez le voir, de rester concentrés sur le sport.
Les gens qui vont être dans les tribunes, ils sont pas là pour aller envahir le terrain, pour courir après Emmanuel Macron, ils sont là pour faire la fête. L'année dernière, il était au stade et ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Moi, je viens pour l'équipe. Après, moi, je suis là pour le foot, quoi. Enfin, je suis là pour mon club et la politique, pour moi, n'a rien à faire dans un stade. Il y a un contexte social qui n'est pas facile. Il faut faire avec, il faut venir s'insérer, respecter les revendications des uns des autres, sans que pour autant ces revendications ou ces manifestations viennent perturber l'action générale qui a été mise en place. Bonjour Mathieu Slama. Bonjour. Vous êtes essayiste, analyste politique. L'Élysée a tranché, Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse. Qu'est-ce que ça dit finalement qu'il y a eu ce débat, ce flottement même pendant plusieurs jours de ne pas savoir si le chef de l'État pouvait se montrer publiquement à cette cérémonie? Ça dit déjà une chose, c'est que la colère dans le pays est toujours forte. Et que finalement la stratégie d'Emmanuel Macron, qui est celle, on va dire, dans sa communication, qui est de dire maintenant on tourne la page, c'est la période de l'apaisement, c'est les 100 jours, etc. En fait, il a du mal à mettre en scène, on va dire ça, dans sa stratégie de communication, parce que la réalité, c'est que la colère est toujours présente. Et si vous voulez, derrière ça, ça nous dit autre chose. Ça nous dit qu'il y a quand même d'une part, une difficulté aujourd'hui des ministres, des membres du gouvernement, du président lui-même, à se déplacer sans un système de sécurité très très important à cause de cette colère. Mais il y a aussi quand même, il me semble, évidemment, une sorte de fuite en avant sécuritaire qui est un peu disproportionnée. Parce que là, si vous voulez qu'il y ait un dispositif de sécurité très important pour s'assurer que tout se passe bien, c'est tout à fait normal, et j'ai envie de dire heureusement. Mais en revanche, par exemple, le fait qu'on interdise une manifestation syndicale, qui est quand même, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental quand même, c'est quelque chose qui est très important dans notre pays. Et le fait que le préfet ait émis un arrêté pour interdire cette manifestation syndicale, on a du mal à comprendre. Parce que les syndicats, depuis le début, se comportent bien, il n'y a pas de débordement, et on a l'impression quand même les motifs de cette interdiction sont quand même pas très solides juridiquement, et il y a pas mal de juristes qui nous le disent d'ailleurs, qui sont assez inquiets de ça. Et plus globalement, on voit que c'est une pente là, sécuritaire qui est en train d'être prise par le gouvernement. On a vu plusieurs arrêtés, et le gouvernement et les préfets, bien sûr. On a vu plusieurs arrêtés ces derniers jours, ces dernières semaines, interdisant certaines manifestations lors de déplacements ministériels. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le prendre à la légère, parce qu'encore une fois, on touche à des libertés fondamentales là, qui sont importantes, et il ne faudrait pas que ça se banalise. Et de la même manière, là, ce soir, puisque c'est ce soir qu'a lieu le match, il va y avoir des drones policiers, par exemple, qui vont être au-dessus du stade et qui vont permettre à la police de surveiller un peu comment les choses se passent. Et ça, pareil, si vous voulez, c'est quelque chose qui quand même pose un certain nombre de questions du point de vue sécuritaire et du point de vue éthique. Et j'ai peur, en fait, qu'il y ait cette sorte de fuite en avant sécuritaire, qui soit aussi un peu le reflet d'une sorte de, peut-être de fébrilité, mais qui aussi soit un peu là, non pas finalement pour protéger les Français, mais plutôt pour protéger l'image, la réputation du président de la République. C'est juste que ce que répond le préfet de police ce matin sur BFM TV, Laurent Nunez, c'est qu'il y a un an, il y a vu la finale de la Ligue des Champions, c'était très mal passé, et on avait dit pourquoi les mesures n'ont pas été prises suffisamment. Et vous avez raison, et je pense que c'est un point important, et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer le dispositif de sécurité pour protéger d'un côté, et puis de l'autre, des interdictions qui peuvent paraître un peu disproportionnées. Vous parliez justement d'interdiction de manifester, vous évoquiez notamment cette volonté de l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis qui voulait donc distribuer des sifflets, qui voulait distribuer des cartons rouges aux supporters avant l'entrée dans le stade. Cette manifestation donc a été interdite. Il y a un recours qui est encore à l'étude cet après-midi devant la justice. Pour autant, il y a une majorité de Français, 57% selon un sondage, qui se disent contre l'utilisation de ces sifflets dans le stade à l'encontre d'Emmanuel Macron. Ils estiment que ce serait une mauvaise chose. Est-ce que c'est pas un peu étonnant d'avoir ce contraste ? Si vous voulez, c'est une question fondamentale, parce qu'au fond, on peut tout à fait réprouver, se dire que ça n'a peut-être pas sa place dans un stade, ou que on fait rentrer un militantisme un peu trop bruyant. Tout à fait, c'est un argument qui se vaut, et j'entends très bien. Mais en revanche, si vous voulez, c'est pas contraire à la loi, si vous voulez, d'utiliser un sifflet dans un stade ou quoi que ce soit. Et c'est là où je reviens à cette question qui me paraît importante, c'est que on peut pas tout faire avec les libertés publiques. Je veux dire, le droit de manifester, le droit même de liberté d'expression, parce que c'est ça au fond qui est aussi en jeu dans cette histoire.
histoire, c'est aussi la capacité de l'exprimer de manière un peu véhémente, de houspiller le gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, évidemment, la question des casseroles qui s'est beaucoup posée. Et là, je trouve qu'on est parfaitement dans le sujet. C'est-à-dire qu'on peut considérer que cette histoire de casserole est soit un peu puérile, ou on peut même le considérer que c'est pas très malin. Mais d'un autre côté, voir qu'il y a des arrêtés qui ont été pris pour interdire, alors ils ont appelé ça des dispositifs sonores, etc. Bon, mais ça, du point de vue des libertés publiques, c'est grave, parce que, encore une fois, le droit de manifester, la liberté d'expression, etc., c'est des choses qui sont quand même protégées par notre Constitution. Mathieu Slama, vous restez avec nous. On revient bien sûr sur cette actualité dans le prochain journal à 15h30. D'abord, en bref, ce qu'on voulait vous dire également, c'est ce vol à main armée dans une bijouterie Place Vendôme à Paris qui a eu lieu en tout début d'après-midi. 3 hommes ont braqué la boutique Bulgarie. Ils ont ensuite pris la fuite à moto, toujours en fuite donc, et le préjudice du vol est en cours d'évaluation. Voilà les dernières informations que l'on a à vous donner sur cette affaire. 15h22, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons dans notre journal sur cette marche rose qui s'est déroulée à 13h, en début d'après-midi, à Rambervillers dans les Vosges, pour rendre hommage donc à la petite Rose, 5 ans, qui est décédée mardi dernier. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. À tout de suite.